Bonjour à tous, je vous invite aujourd'hui à découvrir ma troisième et dernière chronique estivale, le juge de l'apparence. Alors qui est le juge de l'apparence? Eh bien c'est vous, c'est moi, lorsqu'on se la joue empiriste, lorsque l'on fait de nos expériences sensibles, ce que l'on voit, ce que l'on sent, ce que l'on touche, l'origine de nos connaissances. Lorsque par exemple, au détour d'une ruelle, on assène violemment d'un coup de truelle un ressenti, un préjugé, qui sonne dès lors, voire toujours comme une vérité. Mon Dieu, c'est quoi ce style? Regarde donc cette tenue sans tenue, ça fait cheap, sans goût ni moyen, c'est juste atroce. A l'inverse, on s'exclame parfois d'un waouh à l'image du loup de Tex Avery lorsque nous croisons sur notre chemin la dite apparence, qui nous tilte justement, comme on dit. Et entre ceux que nous rhabillons pour l'hiver et ceux que nous rêverions de déshabiller toute l'année, il y a tous ceux, finalement, à qui on ne prête pas du tout attention. Et si nous y prêtions attention, fort à parier qu'on aurait vis-à-vis d'eux, si ce n'est la critique acerbe, du moins le jugement facile. Car ne nous y trompons pas, de l'enfance à l'âge adulte, vous et moi, nous sommes éduqués au culte du paraître, du noir et du ample, conférant effet et volume à la cruauté des méchants, aux robes en soie par exemple des princesses, aux lunettes des 10 premiers de la classe, nous sommes accoutumés à l'idée que l'habit fait le moine. On pourrait aussi penser aux working girls en jupe, aux bureaucrates en cravate, ou encore aux femmes au tablier, aux femmes au foyer en tablier, tout y passe. C'est un peu comme si on disait, dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Car oui, l'habit traduit. Si on s'appuie par exemple, on pourrait regarder par exemple Les Misérables, Victor Hugo, pensons à Cosette. On voit bien effectivement que d'apparence, elle semble appartenir à un milieu précaire. Mais attention à notre manque d'attention, car si l'habit traduit, l'habit trahit aussi, travestit le réel. Pensons à Cendrillon. Lorsque Cendrillon, servante, met sa plus belle robe pour aller au bal, on voit bien que les portes du palais s'ouvrent à elle. Car l'habit est une parure qui maquille. Il engage ce que Paul Ricoeur appelle le socius, à savoir une pensée de l'autre qui repose non pas sur ce qu'il est, à titre personnel ou privé, mais qui repose sur ce qu'il paraît être. Car effectivement, l'habit a un pouvoir, celui d'uniformiser, voire d'enfermer. Attention donc à ne pas tous nous mettre dans le même bateau, au risque de noyer le poisson et de noyer nos individualités. Gare donc aux préjugés qui nous racontent quand même souvent des salades et qui sont le fruit d'une tentation pour la stigmatisation mesquine et aussi d'un besoin finalement de pouvoir positionner les autres pour pouvoir se positionner soi-même. Donc ça correspondrait plus à l'expression d'un besoin de repère que d'un besoin de langue de vipère, pourrions-nous dire. Car effectivement, si on croit qu'on est dans la critique, ne nous y trompons pas, nous sommes souvent dans le comparatif. Quand tu parles de lui, tu parles de toi. Quand finalement tu juges qu'il est comme ci ou comme ça, tu cherches à dire que toi, tu ne l'es pas. C'est effectivement, prenons un exemple, Livy Lenser de Cendrillon, qui l'attaque quand elle est servante qu'elles ne sont pas, et qui s'estomaque d'elle quand elle la voit en princesse, qu'elles sont elles aussi lors du bal. Parce que du banal à la rivale, on voit bien que le jugement de l'apparence se construit ici, dans cette appréciation entre ces deux tensions. Et si on stigmatise et qu'on se tyrannise, et se grise même avec ce fichu culte du paraître, dont on a du mal d'ailleurs à se fiche, essayons de nous responsabiliser et de devenir les patrons de nos tissus de préjugés, justement, qui défilent à longueur de journée. Car nous avons le devoir, ou finalement nous avons déjà le besoin de croire au-delà de ce que nous voyons, et nous avons, comme le disait Descartes, le devoir de douter de ce que nous voyons avec raison. Effectivement, je vous cite maintenant Stephen King qui nous disait, et c'est assez joli, car effectivement, si l'imagination est un vêtement bien trop grand pour les enfants qui mettent beaucoup trop de temps à le remplir, nous, à l'âge adulte, nous avons, vous et moi, les ressources pour pouvoir justement dépasser ce culte du paraître, essayer d'imaginer la parade de l'être qui défile justement dans les coulisses du culte du paraître. Car ce qui est important, c'est de bien considérer que derrière ce que l'on voit, il demeure quelqu'un, l'autre, cet autre moi-même dont parlait justement Paul Ricoeur. Que ce soit cet autre
en face, qui en fassent justement des tonnes et des tonnes, à l'image de Camaro, ou qui se négligent à l'image de Colombo, qu'ils soient finalement sursapés ou sous-sapés, ou qu'ils soient donc autrement dit mal sapés par négligence ou par exubérance, et qui donc finalement se sapent lui-même, eh bien nous avons, vous et moi, la responsabilité justement de le dessaper, de le mettre à nu, pour essayer justement d'approcher la vérité au plus près, d'aller au plus près de ce qu'il est et de briser la classe du culte du paraître. Voilà. Donc, je vous invite effectivement, comme toujours, à vous exercer à penser, car si vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez, vous êtes responsable de la tête que vous faites et aussi de celle que vous donnez, car le culte du paraître, ça dépend avant tout de vous, c'est le culte que vous en faites. Alors à vos marques, qu'elles soient de couture ou pas, prêts, parés à penser et à rhabiller pour l'hiver tous vos préjugés, justement pour être plus tolérants cet été et tout le long de l'année. Bonne journée, bel été, exercez-vous à penser.